Salut tout le monde et bienvenue dans ce 8e épisode d'un podcast à Bethel. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que ça y est, nous sommes en juillet, les grandes vacances ont enfin commencé pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Donc je souhaite déjà de bonnes vacances à tous nos auditeurs qui actuellement sont en train de bronzer sur la plage, vous avez bien de la chance. Et pour m'accompagner dans cette première émission de l'été, j'ai la joie d'accueillir autour de la table Salomé. Salut tout le monde! Et j'ai aussi la joie d'accueillir notre invité du jour, Jean. Bonjour tout le monde. Eh bien, comme je le disais, où que vous soyez, j'espère que vous êtes bien installés parce que nous, on est parti pour 1 heure d'émission et on commence tout de suite avec les actus. Eh bien, on est parti pour la première partie de cette émission, qui est devenue une habitude, c'est les actus. Et je vais te laisser la place, Salomé, pour que tu puisses nous présenter ton actu de ce mois de juillet. Merci bien. Alors, au début de ce mois de juillet, justement, il y a le 17e rassemblement de la Conférence Ménonite Mondiale en Indonésie. Alors, la Conférence Ménonite Mondiale, ou CMM, qu'est-ce que c'est ? C'est une communion mondiale d'églises anabaptistes et ménonites qui va bientôt fêter ses 100 ans. Et c'est du coup le 17e rassemblement, il a lieu tous les 6-7 ans et il tourne sur les différents continents. C'est l'occasion de rencontrer des chrétiens ménonites anabaptistes du monde entier. Et c'est toujours un événement qui est remarquable, où il y a des conférences, des ateliers, des rencontres, il y a différents réseaux qui se retrouvent, qui réfléchissent un peu à l'avenir de l'Église dans leur propre contexte. Et au moment où vous l'écoutez, j'y serai, puisque je pars en Indonésie dans une dizaine de jours pour y assister. Donc vous pourrez avoir une petite pensée pour moi en Indonésie. Je peux en témoigner parce que j'ai assisté à la dernière conférence mondiale qui a eu lieu en 2015 à Harrisburg en Pennsylvanie. Et je confirme que c'était vraiment très instructif, très intéressant. Beaucoup de rencontres de gens qu'on n'a plus vus de longue date, des gens de différentes nationalités, différents continents. Ça rassemble combien de personnes à peu près ce genre de conférence ? Alors en temps normal, on est facilement 5-6 000. Cette année avec le Covid, ils ont dû limiter aussi avec les règles qui sont en place en Indonésie et ils ont limité à 1200 participants. 1200 participants du monde entier, dont toi. Dont moi. Et tu vas prêcher. Et est-ce qu'on pourra suivre ça ? On pourra suivre ça. Alors, on peut s'inscrire pour suivre toute la conférence en ligne. Il y a des informations sur le site, du coup, de la Conférence Ménonite Mondiale, ce qui est mwc-cmm.com, je crois. Ouais, on vous le mettra dans la description de ce podcast, comme tous les autres sites qu'on vous évoquera. Ah, parfait, parce que j'ai pas toujours l'adresse en tête. Pas de souci. Il y a des informations sur le site. C'est possible de s'inscrire pour participer à la conférence en ligne. Et tout a été pensé pour être un peu hybride, pour qu'on puisse participer en ligne ou sur place. De la même manière. De la même manière, avec aussi des ateliers, des possibilités de rencontres, des conférences et tout ça. Et effectivement, je prêche, du coup, au nom de l'Europe entière, devant l'Église mondiale. Wow. Ça sera le mercredi. Aïe, aïe, aïe. Quelle pression. Ouais, ça sera quelle date, du coup ? Alors ça sera le mercredi entre le 5 et le 10 juillet. En tout cas, waouh, vraiment félicitations Salomé pour ça. Merci. Je peux me permettre de te poser la question, Vas-y. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as été choisi ? Est-ce que tu t'es porté volontaire ? Ou est-ce qu'on est venu te démarcher Alors en fait, mystère. À la base, ça devait être un de mes copains qui est pasteur en Allemagne qui aurait dû prêcher. Et finalement, il pourra pas venir parce que lui et sa femme attendent un bébé qui serait arrivé à terme à peu près là. Donc on peut aussi avoir une petite pensée pour eux. Du coup, ils partent plus en Indonésie, ils pouvaient plus prêcher. Et ils m'ont contacté et j'ai pensé que c'était mon ami qui m'avait recommandé puisqu'on est potes. Mais Pas du tout. Non, il m'a assuré qu'il n'avait recommandé personne. Et alors, je sais pas comment est-ce que je suis arrivée sur le radar de la CMM. Bah écoute, en tout cas, c'est une chouette nouvelle. Et puis, même que ce soit pour toi ou pour Bethel, on est vraiment super fiers pour toi. Voilà. Merci. Tu vas nous représenter là-bas en Indonésie. C'est Exactement. ça. Eh bien, je vais maintenant passer, moi, à mes 2 petites actus. Alors, je dis 2 petites actus parce que je voulais commencer tout d'abord en rendant un hommage à Jean-Peter Schmitt, alors alias Papa Jean. Ouais, alors Jean, il est en train de rigoler, notre invité, parce que lui aussi, il s'appelle Jean-Peter Schmitt, mais c'est pas le même. Non, là, ce Jean-Peter Schmitt-là, a rejoint le Seigneur, était âgé de 95 ans, et c'est celui qui a fondé l'église Porte Ouverte à Mulhouse, enfin à côté de Mulhouse, mais voilà, on dit plus communément à Bourzwiller, voilà, c'est ça le nom du village. Donc voilà, on voulait rendre un hommage à Papa Jean, parce que, mine de rien, il a eu une œuvre quand même assez conséquente, que ce soit à Mulhouse, en Alsace, en France et même au-delà dans le monde. Ouais, exactement. Toi, tu le connais, Jean, personnellement ou... Oui, je l'ai déjà rencontré personnellement.
J'ai même eu le plaisir, sans le savoir, de le transporter avec mon avion. Ah oui, ok. Là, on a pris un petit peu d'avance, mais oui, c'est vrai que... Ok. C'est une anecdote assez originale. Quel souvenir, toi, tu peux en garder de ce papa Jean? C'est un homme de Dieu, hein, qui a vraiment suivi ce que le Seigneur lui recommandait de faire. Et toi, Salomé, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de le rencontrer peut-être par hasard? Non, pas du Non, tout. du tout. Non, pas du tout. Juste entendu parler comme beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup, oui, puisque dans la région, il est quand même Ouais, dans la région connu alsacienne, comme il le est loup quand- blanc. Voilà, c'est ça exactement. Donc voilà, en tout cas, on tenait à rendre cet hommage à Papa Jean pour commencer. Et la deuxième actualité que j'avais envie de vous partager, alors aussi une petite actualité parce que j'ai trouvé ça original, c'est les Olympiades évangéliques de Galice, la 21e édition. Alors les Olympiades évangéliques, qu'est-ce que c'est? Bah tout simplement, c'est en Galice, toutes les églises de différentes confessions, c'est quelque chose d'œcuménique, se rassemblent pour passer une journée en mode Jeux Olympiques, j'ai envie de dire, autour d'un stade avec des épreuves d'athlétisme, lancer de javelot, etc., course de haies par exemple. Donc c'est pour les enfants de 4 à 16 ans. Et cette année, eh bien, il y a quand même eu près de 300 enfants qui y ont participé. Ça s'est déroulé le 4 juin, donc à l'université Helvinia de la Corogne. Et je trouvais ça original. Je ne savais pas que les Olympiades évangéliques, ça pouvait exister. Bah, c'est génial, il faudrait faire ça par chez nous. Voilà, je pense qu'à Bethel, on va donner cette idée au conseil d'église et au groupe des responsables. Pour on les verra. 300 enfants qu'on essaye d'occuper. Voilà, c'est ça. Ouais. 300 grands enfants plutôt à Bethel. Mais alors, ces Olympiades sont limitées à l'Espagne ou alors c'est ouvert sur l'Europe? D'après le site sur lequel je me suis renseigné, c'est limité aux églises de la région de la Galice, pour être précis. Si ça peut donner des idées à d'autres églises en France, pourquoi pas? Je crois que j'ai fait le tour de mes actus. Si c'est bon pour vous, eh bien, je vous propose qu'on passe à la partie invité. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Jean dans l'émission. Déjà, Jean, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir aujourd'hui. Je me réjouis que tu sois là, d'autant que, pour ceux qui le connaissent un peu, à Bethel ou en dehors, t'es pas la personne, on va dire, qui, entre guillemets, parle le plus, ou en tout cas qui est le plus à l'aise pour parler, pour raconter son histoire. C'est pas faux. C'est pas faux, et c'est pour ça que je suis content que t'aies quand même accepté de venir nous la raconter aujourd'hui dans l'émission. En guise d'introduction, ou en guise de départ, on va commencer comme on le fait d'habitude, par le début, et j'aimerais que tu puisses te présenter aux auditeurs. Jean, qui tu es, d'où viens-tu? Qui es-tu, Jean? Qui es-tu, Jean? Alors, je suis né à Munzenheim, de parents qui sont aussi nés à Munzenheim. Donc, j'ai des profondes racines à Munzenheim. Voilà, je suis né dans une famille de 4 enfants, dont j'étais le numéro 2. Mon papa était issu d'une ferme et il était pasteur itinérant des églises ménonites. Et ma maman était issue de l'église protestante de Munzenheim. Je suis né dans une famille chrétienne, donc, comme on dit couramment, né entre 2 pages de Bible. Donc j'ai grandi avec la Bible, Bible dans la main. la fréquentation de l'église, l'école du dimanche, etc. T'as toujours eu une relation en fait avec Dieu depuis ta plus jeune enfance. Voilà. Aller à l'église, c'était quelque chose de naturel. On discutait jamais si est-ce qu'on va à l'église ou pas. C'était été comme hiver. Du coup, après aussi pendant les vacances d'été, comme mon papa dirigeait des colonies de vacances, dès mon plus jeune âge, j'étais en colonie de vacances, avec aussi un enseignement chrétien. Et donc, je peux dire que j'ai donné mon cœur à Jésus, comme on dit pour les petits, dès tout petits, quoi. Est-ce que tu t'en rappelles encore aujourd'hui ou pas du tout? Alors j'ai aucune idée d'une date, mais pour moi, cette conversion-là d'enfant de chrétien, ça se fait en quelque sorte de façon progressive. Si ta compréhension de qui est Dieu et du salut augmente, bah, tu te reconsacres à Dieu. Et voilà, ta consécration à Dieu augmente en fonction de ta compréhension. Voilà. Après, il passe à l'adolescence, on traîne un peu les pieds pour aller à l'église. Bon. On est obligé on doit. Ouais, la flemme, mais on y va quand même. Voilà. Plus tard, j'ai mis du temps à passer par les eaux du baptême. Mon papa me demandait toujours pourquoi tu ne fais pas baptiser. Bon. Ah, surtout un papa pasteur, je pense qu'il devait attendre que ça, quoi. Donc il y avait aussi une sorte de pression de perfectionnisme. Je me trouvais pas assez bien, pas assez chrétien. Voilà. Donc je me suis fait baptiser qu'à 23 ans. Après le bac, j'étais dans l'école aéronautique près de Lille. Là, tu apprends à vivre une fois autonome. C'est plus la foi de papa et maman, mais il faut que tu acquières tes propres convictions. Et du coup, pour toi, comment ça s'est déroulé, ça, cette acclimatation?
Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Oui, c'est assez compliqué, mais bon, d'autre part, les week-ends, j'allais chez un correspondant. Mon papa, il s'est occupé que j'ai un correspondant chrétien. Pour garder le contact et Voilà, le lien donc, avec... Donc, je fréquentais une église le dimanche, mais toute la semaine, j'étais avec des... des collègues du non monde, chrétiens, quoi. Ouais, voilà. non chrétiens qui sont Qui n'avaient soumis rien à à toutes faire, les... voilà. qui auraient pu t'embarquer dans plein de choses. Voilà. Et c'est là que j'ai appris à aller dans un bar et boire un orangina alors que tous mes copains buvaient de la bière. Aïe, 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 je connais ça aujourd'hui aussi. Et puis j'ai découvert qu'on pouvait rester chrétien tout en allant boire un pot avec les copains au bar. Et justement, est-ce que par rapport à ce que tu nous as dit juste avant, la pression que tu avais vis-à-vis de ton papa, est-ce que là, dans ces moments-là où tu commençais un petit peu à sortir, où tu n'avais pas peut-être quelque part en toi un sentiment de te dire « Ah attends, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ?» ou... Tu vois ce que je veux dire? Si, bien sûr, il y a toujours cette lutte en toi, quoi. Jusqu'à ce que tu découvres ce que c'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça m'est arrivé vers environ 2004. J'ai eu plusieurs concours de circonstances qui m'ont amené à découvrir ou redécouvrir, je sais pas, la grâce de Dieu. Notamment par la lecture d'un livre, Touché par la grâce, de Phil Yancey, et qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et j'ai réalisé là que, en fait, ce que Dieu nous reproche, d'ailleurs je l'ai une fois annoncé à Bethel en témoignage, ce que Dieu nous reproche, c'est pas nos péchés. Ça, il les a réglés, ces péchés sur la croix. Ouais. Il les a pardonnés. Le plus grand reproche qu'il peut nous faire, c'est notre manque d'amour pour lui. Donc là où il nous observe, c'est quelle est notre consécration vis-à-vis de lui, quel est notre témoignage d'amour de Dieu, et pas nos péchés. Nos péchés, c'est bon, ça c'est réglé. Je suis mort à la croix pour tes péchés. Donc vas-y, avance maintenant. C'était quand même pas une incitation pour que vous péchiez, chers auditeurs. Hein, n'y allez pas de bain. Voilà. Lisez l'apôtre Paul, hein, il en parle. C'est pas une raison. C'est pas une raison, sinon ce serait trop simple. Voilà. Et Non, donc mais... du coup là, on a bien avancé dans l'histoire. J'aimerais qu'on revienne peut-être un tout petit peu avant. Le moment où tu pars après le bac dans cette école d'aviation. Si tu pars dans une école d'aviation, ça veut dire que tu étais déjà intéressé par l'aviation. Bien sûr. Hein. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, nous expliquer d'où vient cet intérêt pour l'aviation? Ouais, alors à Munzenheim, on habite pile dans l'axe de piste d'une base aérienne de Mayenheim, mais qui depuis est fermée, donc depuis il n'y a plus d'avions. Mais avant, régulièrement, il y a des avions qui passaient au-dessus de la tête. Et donc j'avais toujours le nez en l'air. J'ai d'ailleurs une photo où je suis tout petit, où je regarde en l'air. Et puis c'était un peu un rêve d'enfant, mais pour moi c'était un rêve inaccessible, parce qu'on sait que c'est cher, c'est très cher, l'entraînement pour être pilote. En terminale, on n'apprend qu'une seule voie, c'est l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, où on peut accéder uniquement après avoir fait maths sup, maths spé, sur concours. Moi j'étais très moyen, hein, j'ai eu mon bac de justesse. Après l'oral de rattrapage. Mais l'important, c'est que tu l'aies eu. Je l'ai eu, oui, mais pas suffisamment pour aller à l'ENAC. Hein. Donc, un autre élément, c'est que dans ma classe de terminale, il y avait un gars qui faisait du planeur, ce qu'on appelle du vol à voile. Et puis, il m'a sorti les tarifs, il me dit, voilà, ça coûte ça, ça. Je dis, ben ça, finalement, c'est accessible. Avec mon petit boulot que j'ai fait pendant l'été, allez, je me suis inscrit au planeur. Et là, j'ai eu le virus, évidemment. Hein. Ça y est, c'était parti. Mon virus a été inoculé. C'était en quelle année, ça? En 73. Et alors, j'ai eu la bonne idée d'aller voir mon conseiller d'orientation du lycée. Parce que mon fils n'a jamais voulu aller voir. J'ai dit, va voir le conseiller. Non, pourquoi jamais tu nous écoutes. Pourquoi j'irais voir mon conseiller d'orientation? Grâce à lui, j'ai trouvé une école autre que l'ENAC. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous intéresse? Le conseiller d'orientation. Alors, timidement, je dis, l'aviation. Alors, il sort un gros classeur aviation. Et il me trouve une école privée dans le nord de la France, à Hasbrook. Moi, j'ignorais totalement qu'il y avait une école là-bas. Tu ignorais peut-être l'existence d'Hasbrook même. Ouais. Et puis voilà. Maintenant, il y a Internet, on n'a plus besoin de conseillers d'orientation avec des classeurs marqués aviation. Maintenant, oui, c'est vrai. Ouais, mais n'empêche que pendant un an, il a un peu glandé, mon fils. Hein. Il a perdu un an. Enfin, bon, il n'a pas perdu un an. Il a gagné en maturité. C'est ça, exactement. Il n'y a jamais de temps perdu. Bon, après, c'est une longue histoire, après. Hein. C'est une longue histoire, mais justement, on est là pour que tu nous la racontes, puisque justement, cet intérêt pour l'aviation ne va jamais te quitter. Donc, tu commences, comme tu dis, sur les planeurs. Ouais. Petit à petit, tu te formes, et tu arrives quand même un jour à conduire un avion, un vrai. Eh oui, c'est un long chemin de persévérance. Et donc, par la suite, ces compétences en aviation que tu as acquises, elles t'ont permis d'exercer plusieurs travails, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler ça aussi un petit peu plus? Justement, quand j'étais prêt pour avoir un boulot, c'était la première crise du pétrole, je crois, en 77. Donc chômage partout. Et là, grâce au directeur de notre école, justement, il nous a aiguillés sur un travail d'agent d'opération au sol, au Gabon. Et donc, je me rappelle, je suis rentré à la maison
Et j'ai dit à mes parents, voilà cette opportunité, qu'est-ce que je dois faire? Et là, mes parents, la réponse de mes parents m'a surpris, mais c'était une réponse intelligente finalement. Ils m'ont dit, écoute, nous on s'y connaît pas en aviation, en aéronautique, c'est toi qui décides. On te fait confiance, décide. Voilà. Donc je me suis dit, bon, dans une semaine, je donne ma réponse. Et puis donc j'ai dit oui. Et donc j'ai été pendant 1 an à Libreville, au Gabon. Donc en tant qu'agent sol, au En sol. agent d'opération à Air Gabon. Donc- Air Gabon venait de se créer comme compagnie aérienne. Ils venaient de quitter le groupe Air Afrique, donc ils se sont créés comme compagnie autonome. Et donc Air France leur envoyait des gens compétents pour les former, etc. Pour les former, etc. Donc tu as fait ça pendant 1 an, tu nous as dit. Ouais. C'était à la fin des années 70. De mi-77 à mi-78. Et après Voilà. ça, qu'est-ce qui est advenu alors? Est-ce que tu es rentré en France ou est-ce que tu es Après, parti peut-être ailleurs? avec l'argent que j'ai pu économiser, enfin j'ai pu rembourser des prêts déjà, et j'ai pu économiser de l'argent pour faire ma qualification bimoteur, parce que j'étais qualifié comme monomoteur. Et après j'ai pu aller, après j'étais en Guadeloupe pendant 1 an. Aussi grâce à mes camarades de promo, qui étaient déjà 7 à être là-bas. Il y a un copain qui m'a téléphoné, qu'est-ce que tu fais? Viens, on t'héberge pendant un certain temps, tu trouveras un boulot, et puis... Donc on était 8 de la même promo à être en Guadeloupe. Ah bah au moins t'étais pas dépaysé à ce niveau-là. Et donc j'ai pris le dernier boulot qui restait, c'était pilote agricole, arroser les bananiers par avion. Ouais, c'est excellent. Franchement, c'est pas commun en tout cas. Ouais, Non, c'est c'est pas clair. commun. Mais heureusement, mon patron a eu l'intelligence d'aller me faire former aux États-Unis. Donc j'ai découvert les États-Unis, Albanie, Géorgie. J'ai eu 1 mois de stage, de formation, apprendre à voler en Razmot au-dessus des plantations. Ça doit être impressionnant, je pense, les premières fois où ça t'arrive, tu dois te dire pourvu que je me crache pas, pourvu que je sois pas trop bas. Non, Ok, d'accord, tranquille. Au contraire, tu prends ton pied. T'as le droit, t'es autorisé à voler en Razmot. Alors qu'avant, en tant qu'élève pilote, non, tu voles un peu bas, j'espère que je vais pas me faire toper. Là, t'as le droit de Excellent. voler en Razmot. Et du coup, donc là, tu nous as parlé du Gabon, de la Guadeloupe, des États-Unis. Tout à l'heure, tu nous disais que déjà quand tu étais parti à Hasbrook, le fait de te séparer de ta famille, on va dire, ça t'a appris à être un peu indépendant vis-à-vis aussi de ta foi. Ouais. Est-ce que quand tu es parti au Gabon ou en Guadeloupe, ça a été pareil? Tu as continué à suivre ce chemin de développement personnel, on va dire, Ouais. vis-à-vis de ta foi? Oui, ça, mais bon, c'était difficile. Hein. Il y avait eu des hauts et des bas, on va dire, mais j'ai jamais perdu la foi, disons. Est-ce Je me que suis toujours considéré comme chrétien et avec le désir de suivre le Seigneur. Hein. Est-ce que tu aurais des exemples peut-être pour peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont dans le même cas que toi actuellement, on n'en sait rien. Quand tu parles des difficultés et puis aussi de certaines choses qui sont un peu mieux, est-ce que tu aurais des exemples concrets? Non, moi, je dirais l'important c'est de maintenir la relation avec Dieu, c'est-à-dire de consacrer un temps minimum par jour où tu lis la Bible, où tu pries, tu te mets devant le Seigneur. Ça, c'est important. C'est le lien vital, quoi. C'est le cordon ombilical. Sinon, après, si tu fais pas au minimum ça, petit à petit, tu dérives. Toi, c'est ce qui t'a aidé à garder le lien, du coup, Ouais. c'est ce que tu disais. Ouais, Parce je que c'est vrai pense. que, en plus, au Gabon, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'églises à l'époque où tu y étais. Mais j'ai une petite anecdote aussi. J'ai été dans une église protestante, évangélique, et donc j'étais un des seuls blancs de la congrégation. Tu m'étonnes. J'ai été invité par monsieur le pasteur après le culte. Mais là, j'étais un peu déçu parce que j'étais seul avec lui à table, en train de manger. Et j'ai compris que sa femme et les enfants étaient à la cuisine. De temps en temps, sa femme apparaissait, portait un plat et redisparaissait. Bon, c'était Ouais, pas génial comme ambiance. Ouais, c'était un peu les coutumes locales de l'époque, j'ai envie de dire. Voilà. Ou même pas forcément de l'époque. Aux États-Unis, j'avais des voisins qui venaient de Tanzanie, que j'avais une fois invité à venir manger. Et bah le papa, il a envoyé sa fille et sa femme venir m'aider à préparer le repas, pendant que lui, il rameutait mes autres invités, enfin les hommes, Ah ouais, dans chez le salon. lui, dans son salon, Oh chez là lui, là. jusqu'à ce que nous, on vienne leur dire que c'est bon, qu'ils peuvent venir manger. Ok, donc c'est des coutumes encore qui existent aujourd'hui dans Oui, le monde. Ça oui, marche, oui. ok, ouais, Voilà. j'avais pas du tout l'info. Donc en tout cas, voilà, ouais, tu voyages en tout cas. Ça, c'est Oui. sûr. Tu voyages, tu fais beaucoup de kilomètres, que ce soit dans les airs, ou enfin surtout dans les airs d'ailleurs. Bah oui, Et du coup, cet intérêt pour le voyage, il te quitte pas. voilà. Il va même peut-être grandir en toi. Oui, bien sûr. En consultant mes agendas, j'ai constaté qu'en 2005, j'ai fait 3 voyages en une seule année. J'étais au Maroc avec une association qui s'appelait Partir Offrir. Donc, camionnette remplie de victuailles, etc. On a descendu la vallée du Rhône, on a descendu l'Espagne, on était au Maroc.
J'ai trouvé ça super intéressant. On a passé une nuit dans un village du Haut-Atlas où ils n'ont même pas l'électricité. Ah ouais, ça doit être magnifique, ouais. C'était génial. Après, avec ma femme, on a fait un voyage en Israël. Et puis, et j'ai encore passé Noël et Nouvel An aussi, ouais, au Tchad, avec mon fils de 15 ans. Et ça, c'était pour la seule année 2005. La seule année 2005. Ah ouais, en effet, ouais, on voit que c'est quelque chose. Et toi, t'étais content, en fait. Ah, mais j'étais heureux. Hein. Ah, t'étais heureux. Ma femme était moins heureuse parce qu'elle était que avec moi en Israël, quoi. Elle t'attendait patiemment à Munzenheim. Plus ou moins patiemment. Et donc, ouais, du coup, cet intérêt pour le voyage, je pense que là, tu nous as cité quelques voyages que tu as fait. Je pense que tu en as fait beaucoup d'autres aussi, à droite ou à gauche dans le monde. Oui, j'étais avec Rachel aussi à Nairobi, au Kenya. Donc, pour elle, c'était la découverte de l'Afrique. Et on était dans le cadre d'une autre mission qui s'appelle la MAF, Mission Aviation Fellowship. C'est la MAF. Ah non, c'est pas ça. Oui, alors tu évoques l'assurance. Alors C'est quand ça. on me dit ça, je dis toujours c'est l'assurance que les missionnaires arrivent à bon port sur leur petit terrain éloigné en brousse. C'est une ONG au service des ONG pour leur offrir le transport dans des conditions où 1 heure ou 2 heures de vol remplace une journée ou 2 journées en 4x4 sur des pistes défoncées, si ça passe. Parce que certaines périodes, en période de pluie, des fois, il y a des villages qui sont inaccessibles. Et l'autre danger, c'est le brigandage. Hein. Ils peuvent se faire arrêter en cours de route, se faire braquer, se faire voler leur 4x4 avec l'avion en 1 heure ou 2 heures de vol. Ils volent au-dessus de ça, ils arrivent en toute sécurité. Donc ça s'appelle la MAF. En gros, si je caricature un petit peu, c'est comme si demain, par exemple, l'UNICEF disait « Ah, je vais aller dans ce village au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de l'Asie. On peut pas y aller en camion ou en 4x4. Je me tourne vers la MAF. Est-ce que la MAF, vous pouvez y aller en avion ?» La MAF dit « Ok, on y va. » C'est ça? Mais c'est à partir du pays. Hein. On ne fait pas de vol Europe-Afrique. Hein. Okay. C'est à partir du pays. En gros, les voyages typiques, c'est de la capitale vers un petit terrain en brousse, sur une piste en herbe. Et toi, tu as fait ça alors? Tu as participé à ce genre? Non. Moi, je fais partie des pays qui soutiennent cette mission. Donc là, c'est bien parce qu'on a entamé un autre sujet sur lequel on allait bien finir par venir. C'est le sujet africain. Et tu as aussi évoqué tout à l'heure le Tchad. Il se trouve que si tu es ici aujourd'hui, c'était bien sûr pour nous raconter ton témoignage et tous ces voyages et tout ton parcours, mais c'est aussi parce que tu fais partie d'une association, enfin tu es même coordinateur du parrainage en France d'une association qui soutient au Tchad, à N'Djamena, un lycée chrétien évangélique. Voilà. C'est ça? Bah écoute, j'ai envie de te dire, on peut partir sur ce sujet. Okay. Alors, est-ce que tu pourrais bien nous présenter qu'est-ce que c'est le LCE? Parce que ça s'appelle LCE, je précise. Lycée, collège évangélique. Voilà. Alors, c'est une école chrétienne qui a commencé en 1964 par des missionnaires français et américains. Et je connaissais très bien le missionnaire français qui était à l'origine, c'est Raymond Heyer. Donc, il a fait partie du démarrage de cette école qui a commencé tout petit avec quelques dizaines d'élèves. Petit à petit, c'était d'abord une école primaire, je pense, ou peut-être un collège déjà. Et après, ils sont passés lycée. C'est pour ça qu'on dit maintenant lycée-collège évangélique, qui à l'heure actuelle a plus de 1000 élèves. Et donc, ça a été initié par des Américains, des Français, avec des professeurs expatriés français aussi, des coopérants, comme on dit, et qui maintenant tournent de façon tout à fait autonome, quasiment qu'avec des Tchadiens. À notre voyage en octobre, j'ai vu que des professeurs tchadiens dans cette école. Et donc, cette coopération, elle dure depuis 1964, l'année de la fondation de ce collège, du coup, à l'époque de base. Plus de 1000 élèves, c'est quelque chose d'immense. Donc, N'Djamena, pour situer, si jamais il y a des auditeurs qui ne le savent pas, c'est la capitale du Tchad. Et si vous ne situez pas le Tchad, vous prenez une carte. Au centre. Non, je rigole. Google est votre ami. Google est votre ami. En gros, c'est au centre du continent africain. C'est ça, c'est au centre du continent africain. Il me semble que c'est frontalier justement avec la Centrafrique, si je dis pas de bêtises. Oui, Soudan, Libye, Nigeria, Cameroun. Ça, c'est les pays limitrophes. Et donc toi, dans tout ça, dans cette coopération, quelle est ta place? Tu nous as dit que tu étais coordinateur pour la France. Pour les parrains, pour les gens qui parrainent. Donc on a Mission Ménonite, qui s'appelait avant Comité de Mission Ménonite français, a initié ce programme de parrainage il y a maintenant 12 ans, je pense. Et le coordinateur du programme, c'était Paul Richen, qui à un moment donné me dit ça t'intéresserait de m'accompagner par un voyage en Tchad. Bon, ça n'a pas pu se faire. Après, il m'a dit écoute, je cherche un peu à passer la main parce que ça fait 10 ans que je m'en occupe. Alors j'ai dit ok, je veux bien, mais après un voyage à N'Djamena pour voir sur place
le lycée collège Tu te évangélique. rends compte un petit peu de ce que c'était, Voilà. où tu allais mettre les pieds, quoi. Je connaissais John Jamena en 2005, comme j'ai dit. Mais Oui. là-bas, j'étais allé dans le cadre de la MAF. Donc, j'ai pas du tout vu le lycée collège évangélique. Donc, en octobre dernier, on a été à N'Djamena avec Octobre Paul. 2021. Octobre 2021, exact. Donc, c'était intéressant parce que Paul était avec son fils et moi, j'étais avec ma fille aussi. Donc, on était à 4. Et ton fils était toujours pas là, alors? Mon fils, il est à Montréal. Donc, D'accord. Bon, il a une excuse, alors. une excuse, voilà. Donc, c'était très intéressant de rencontrer les partenaires sur place. Donc, comme j'ai dit, le proviseur, le président du comité de gestion, 2 professeurs dont on avait déjà parrainé leur formation en tant que professeur. L'un pour devenir prof de mathématiques, Blanchard, et l'autre pour être prof d'histoire géo, qui s'appelle Modo Sengar Nadjilengar. Mais il se fait appeler Boris, c'est plus simple. Bah, si Boris, tu nous écoutes, hein, parce qu'aujourd'hui le podcast il peut aller jusqu'au Tchad, hein, sans problème. Et bon, Voilà. on te salue. On salue d'ailleurs toute l'équipe dirigeante du lycée, tous les Voilà. élèves peut-être qui nous écouteront. Voilà. On sait jamais, ça pourrait être chouette. T'as pu rencontrer ton filleul aussi? Oui, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Donc j'ai prévenu Blanchard que je venais, que j'aimerais bien rencontrer mon filleul, qui s'appelle Prosper Darfine. Il venait de passer son bac juste en juin ou juillet même. C'était jusqu'en juillet 2021. Et donc il est venu exprès parce qu'il n'était plus au lycée-collège. Alors, faut préciser, je pense, pour nos auditeurs, parce qu'on l'a pas encore fait, quand on parle de filleul et de parrain, c'est pas par des liens familiaux tels qu'on les entend. C'est parce que, comme tu nous l'as un petit peu dit tout à l'heure, Voilà. Jean, c'est un programme de parrainage. Exact. C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors on va prendre un exemple concret, hein, moi par exemple avec Mélissa, nous sommes parrains d'un élève au Tchad, qu'on salue aussi également, Ousmane, si tu nous entends. Et donc, Ousmane, il n'est pas de notre famille avec Mélissa. Mais, tous les mois, on envoie une contribution financière afin de l'aider dans sa scolarité. C'est bien ça, Voilà. Jean. Donc j'aimerais que Exactement. tu puisses nous parler un petit peu, quand tu parles, dans ton cas, de parrain et de filleul, qu'est-ce que tu entends exactement? Donc c'est des orphelins qu'on parraine. Hein. Donc il y a deux aumôniers qui sont à demeure au lycée-collège évangélique. Hein. Et donc c'est eux un peu qui rencontrent les orphelins, ils voient aussi les difficultés qu'ils ont. Quand ils sont orphelins de père, la situation est assez grave parce que souvent il y a une difficulté d'avoir des revenus. Hein. Parce que la maman toute seule, si elle a plusieurs enfants, elle ne sait pas comment Elle s'en n'arrive sortir. pas forcément à subvenir. Ouais. Donc ces aumôniers, on va dire entre guillemets, ils repèrent les orphelins, ils le disent à la direction du lycée, Voilà. et après la direction va transmettre, donc du coup à toi pour la France, voilà, on a tel enfant, ils sont orphelins, ils cherchent un parrain. Voilà. Et donc quel est le rôle du parrain dans tout ça? Le parrain, il est invité à envoyer une contribution financière. Donc c'est un tarif sur l'année. On peut payer en 2 fois, en 3 fois, en 12 fois. Hein. En 12 fois, ouais. Je ne sais pas si on peut dire la somme. On peut, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça peut être Voilà. Donc c'est 250 € par an. 250 € par an, donc pour parrainer un élève Voilà. orphelin. Et ça lui permet de payer des fournitures scolaires, de payer, on offre un sac de céréales en fin d'année, en décembre. Donc ça permet aussi de nourrir un peu la famille. Et ça permet de payer une partie des frais de scolarité. Voilà. Donc il y a on a beaucoup de témoignages où ils remercient vraiment pour cette contribution. Et d'autre part, on invite les chrétiens qui parrainent un orphelin de prier pour lui, évidemment. Donc le rôle du parrain, comme tu l'as dit, c'est avoir ce rôle-là d'envoyer une contribution financière pour aider l'orphelin. Moi, j'ai envie de te poser une question. Je vais faire comme si moi, je connaissais pas du tout l'association ou si je parrainais personne. Comment on peut parrainer? Vers qui on doit se tourner? Ou est-ce qu'il y a un site internet pour ça? Il faut vous adresser à moi. Il faut vous adresser à Jean. Voilà. Et donc, comment M'envoyer un on mail, s'adresse à toi? m'envoyer un mail et alors on peut parrainer de façon anonyme, si je puis dire. Donc il y a des gens qui veulent pas spécialement avoir de contact avec leur filleul et d'autres qui veulent avoir un contact plus direct. Donc je peux envoyer une photo des fois avec une petite lettre qu'ils ont déjà écrite. Je Et- peux en témoigner parce que nous, avec Mélissa, comme je vous l'ai dit, on parraine du coup Ousmane. Et en gros, j'ai pas envie de dire c'est une lettre de motivation, mais c'est une lettre où il s'est présenté en disant voilà, je m'appelle Ousmane, j'ai tel âge, etc. Et, Bah ouais. et nous, on s'est juste dit bon bah vas-y quoi, et tu Voilà. nous as convaincus. Voilà. Oh, c'est chouette. Et la question aussi que je voulais te poser tout à l'heure, c'est quand un parrain s'engage, combien de temps ça dure? Est-ce qu'il peut se retirer à tout moment ou est-ce qu'il y a une durée, on va dire, minimum de parrainage? Il n'y a pas de contrat signé, hein, il n'y a pas de clause d'exclusion. Si vous payez plus, vous n'êtes plus parrain. Non, écoute, c'est assez libre. Hein. En principe, on peut se dire, logiquement, on les parraine jusqu'au bac, quoi.
Parce qu'après le bac, ils quittent le lycée collège évangélique. Donc, On peut les parrainer de la 6e à la terminale. Si vraiment Voilà. quelqu'un a envie, il peut faire ça. justement, je propose à des gens, si tu parraines quelqu'un de 4e, tu parraineras moins longtemps. Si tu parraines quelqu'un en terminale, tu parraines pendant 1 an. Mais c'est aussi bien ta démarche dans le sens où il y a aussi des terminales qui parfois malheureusement se retrouvent orphelins en terminale et pas avant. Ouais. Et eux aussi ils ont besoin d'avoir un parrain. Donc ouais, ok, voilà. c'est chouette en tout cas, Jean. Toi, ton rôle dans tout ça, c'est comme tu dis, on passe par toi pour que après tu redistribues un petit peu. Tu disais bah voilà, Oui, on a c'est tel ça. besoin ici, tel orphelin. La coordination, voilà. Et donc comment on te contacte? Maintenant, on peut aller sur le site de Mission Ménonite. Hein. Je ne sais pas si c'est missionménonite.fr. Il faudra. On le mettra en description, hein, comme je Voilà. disais. Donc le site de Mission Ménonite. Et là, on pourra vous mettre en lien avec moi. Par rapport au nombre d'orphelins ou de filleuls, de potentiels filleuls que vous avez, à quel point vous avez besoin de parrains? Eh bien, on m'a dit qu'il y a environ une centaine d'orphelins. On a décidé d'en parrainer 50. C'est justement là le rôle des aumôniers qui essayent de repérer les gens vraiment le plus en difficulté. Parce qu'il y a certains orphelins de père et de mère qui logent chez un oncle, une tante, qui veut bien les accueillir. Et sur ces 50, je n'ai pas 50 parrains pour ces 50 orphelins. Donc moi, je suis toujours en recherche de nouveaux parrains. Bah écoute, ouais, c'était très intéressant en tout cas, Jean. Peut-être j'avais juste une question comme ça qui me vient à l'esprit. Toi, du coup, tu coordonnes pour la France. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui participent à ce programme de parrainage ou pas du Non, tout? parce que, comme j'ai dit, l'ancien nom du CMMF, c'est Commission de Ménonites français, quoi. C'est limité à Mission Ménonite France, quoi. Donc c'est vraiment une œuvre, on va dire, ouais, avec des limites françaises, on va dire. Ouais, parce que, disons, le Tchad, c'est un pays francophone. Il y a des missionnaires français qui étaient là-bas. Quand j'étais déjà tout jeune, on voyait des reportages diapos, justement, de Raymond Ayer, qui revenait du Tchad. Et ma photo préférée, c'est laquelle c'était? Ah, vas-y, dis-moi. C'est là, quand il a pris l'avion MAF. Il voyage Forcément. jusqu'à Bécher avec l'avion. Ah, un avion. Yes. Forcément. Et donc, suite, comme tu le disais, à ton voyage de 2021, tu as accepté ce rôle de coordinateur. Ouais. En conclusion, ouais, la question que j'aimerais peut-être te poser, c'est bah, du coup, c'est quoi l'avenir de tout ça? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a des projets peut-être qui vont se monter? Augmenter par exemple le nombre d'enfants à parrainer, passer de 50 à plus, je sais pas. Je vois la tête que tu fais. On arrive tout juste à avoir le budget pour 50. Alors, moi, je serais déjà content si on avait assez de parrains pour se passer d'autres contributions extérieures, tu vois. Donc, pour l'instant, si on arrive à maintenir 50, je suis déjà bien content. Ouais, stabiliser du coup Voilà. ce nombre de 50, ok. Et après, sinon, est-ce qu'il y a des voyages de prévus? Toi, est-ce que tu as prévu de te rendre peut-être au Tchad pour revenir voir? Oui, je peux mentionner qu'on a comme projet, avec la mission ménonite et la caisse de secours des églises ménonites. Fin décembre, on va lancer l'action de Noël. Chaque année, on a une opération à Noël. Action de Noël 2022 sera donc pour permettre à l'aumônerie d'avoir de meilleurs moyens pour travailler. Parce que j'ai vu là-bas, le bureau de l'aumônerie, il est plus petit que notre bureau, là. Hein. Il fait peut-être la moitié du bureau, hein. Tu vois, et pour vous dire, on enregistre déjà sur des bureaux qui sont pas très grands. Non, vraiment, c'est vraiment minuscule. Et en plus, ils ont un ordi portable, mais qui n'est même pas relié à Internet. Donc, l'idée, c'est de financer des nouveaux locaux, carrément, où ils auront 2 bureaux, une salle de réunion, des toilettes. Donc, ce sera l'action de Noël 2022 de la caisse de secours des églises ménonites. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans un autre podcast d'ici là, en fin d'année. Dans ce cadre-là, il y a quelqu'un qui va voyager pour affiner le projet matériellement, voir où on met le bâtiment, Les besoins etc. spécifiques, etc., Voilà. prendre les détails. Et on prévoit, mais c'est pas encore sûr, c'est encore en pointillé, de faire un camp un peu de toit pour N'Djamena, comme il y a déjà eu lieu, et avec des jeunes, ça a déjà eu lieu une fois, et En gros, ça sera envoyer des jeunes là-bas. voilà. Ah, ça serait chouette. C'est ça, c'est faire un camp. À l'époque, il y a plus de 10 ans, j'avais fait un peu toi pour Kinshasa, où on était parti au Congo. Ouais. Et c'était en fait un camp de jeunes avec la moitié des participants étaient français ou suisses et l'autre moitié congolais. Et, C'est ça, l'idée. et ensemble, on travaille sur des œuvres qui ont été demandées par les églises du Congo. Donc on travaille sur des projets qui ont été décidés par les églises du Congo, tous ces jeunes ensemble, on était une trentaine. Ça va être Et une j'en ai super des expérience. super souvenirs. Ah ouais, tu m'étonnes, c'était tu m'étonnes. quelque chose de très fort. Donc on envisage de faire ça en 2023, voilà. Si c'est encore en projet, voilà.
On vous tiendra informé en tout cas sur ce podcast et sur nos réseaux si jamais ça se faisait. En tout cas, Jean, merci. On espère que ça aura donné peut-être envie à quelques auditeurs ou auditrices d'en savoir même un peu plus. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Mission Ménonite et de demander le contact de Jean. Et Jean se fera un plaisir, je suis sûr, de vous répondre en plus et de vous montrer plein de photos parce que nous, il nous les a déjà montrées, ces photos. Elles sont vraiment géniales. Donc voilà, en tout cas, merci Jean. Et je propose qu'on passe à la troisième partie de l'émission. C'est le gros sujet. Alors nous arrivons dans la troisième partie de cette émission, troisième et dernière partie, c'est le gros sujet, vous avez l'habitude. Et avant qu'on le lance déjà, je tiens à dire que l'argumentaire de Jean a été très bon, puisque Salomé, durant la petite pause que nous avons fait, s'est montré intéressé pour parrainer peut-être un orphelin. Donc voilà, Jean, bravo, tu as bien fait ton job. Merci. Donc pour redevenir un peu plus sérieux, on va parler aujourd'hui justement de quelque chose qui est en rapport un petit peu avec ce qu'on a déjà évoqué dans ton témoignage, c'est la mission. Le gros sujet du jour s'intitule même plus précisément une introduction sur la mission à l'étranger. Alors pourquoi une introduction ? C'est tout simplement parce que, je peux déjà vous le dire, le mois prochain nous accueillerons dans cette émission un couple missionnaire au Laos. Et donc on s'est dit que dans cet épisode, vu que Salomé a déjà fait une mission et Jean tu as beaucoup voyagé, tu fais aussi partie de cette mission au Tchad, et bien qu'on allait faire une introduction à la mission à l'étranger, pourquoi on part, qu'est-ce qu'on a à y faire, est-ce qu'il y a des limites, tout ça. Et on précise bien mission à l'étranger, pourquoi ? Vous allez vite le savoir parce que je vais vous lire Acte 1, verset 8. Ce verset dit « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » On voit bien que dans ce passage, dans ce verset, il y a plusieurs échelles. Il y a l'échelle de Jérusalem, ce qu'on va appeler l'échelle locale, la ville, le canton, la région. Après, il y a la Judée et la Samarie, donc là on passe déjà à une échelle supplémentaire, on va dire au niveau du pays, pour nous la France. Et la troisième échelle, c'est l'échelle du monde. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas faire une introduction sur toutes les missions qui existent, que ce soit localement, en France. On a décidé de se concentrer sur les missions à l'étranger. Ça, c'était pour l'introduction qui me paraissait importante, histoire que chacun puisse avoir les mêmes repères pour commencer le débat. J'aimerais, peut-être pour commencer rapidement, faire un bref historique, mais alors ça va être très très bref, l'historique des missions. Il faut savoir que, en fait, des missionnaires, même si on prend la Bible, il y a déjà des missionnaires dans la Bible. Donc c'est quelque chose auquel on a été appelé depuis le début, quasiment le début. Au niveau de la famille, on va dire, des chrétiens évangéliques, selon certaines sources que j'ai trouvées sur Internet, les premières missions dateraient du mouvement baptiste, avec notamment en 1792 une mission dans la région de Bengale, en Inde, et c'est la mission qui est faite par l'organisme BMS, organisme qui existe toujours d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais depuis 1792, il y a eu beaucoup d'autres organismes qui se sont créés, beaucoup d'autres missionnaires envoyés aux quatre coins du monde. On a d'ailleurs découvert des régions du monde qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Souvent, en fait, les voyages missionnaires, au fur et à mesure qu'on découvrait l'existence d'autres pays et des voyages, en tout cas en partant de l'Europe. Là, voilà, avec la perspective européenne de la mission à l'étranger, c'est au fur et à mesure que c'était possible de partir à l'étranger, de faire des voyages, qu'on a découvert différents continents, et très vite, toutes ces nouvelles terres ont été vues comme des terres de mission. Ça va de pair, en fait, avec juste l'augmentation des voyages et la découverte des autres pays. C'est ça, les découvertes, les missions, d'autant qu'à l'époque, on va dire en Europe, c'était quand même un monde assez christianisé, on va dire. La société s'organisait autour de ça. Et donc, j'ai envie qu'on commence peut-être par une question simple. Quels sont les rôles des missions à l'étranger ? Pourquoi on part ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Est-ce qu'on y va juste pour évangéliser ou pour faire autre chose ? Le débat est ouvert. Je ne sais pas si Jean ou Salomé, vous voulez peut-être commencer. Je peux commencer avec ce qui serait peut-être de l'ordre du bémol. Tu parlais tout à l'heure de la société christianisée en Europe. Et le problème d'une société christianisée, c'est que le christianisme devient une part de la culture, en fait. Et qu'il y a des missions d'évangélisation. On n'a pas, je pense, toujours su faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre du message de l'évangile et qu'est-ce qui est de l'ordre de la culture européenne qu'on essaye de transmettre. Il y a plusieurs histoires de missionnaires qui sont arrivés en disant « Ah non, mais regarde, vous vivez nus, ça c'est pas biblique, il faut porter des t-shirts, il faut chanter comme ci. » Et c'est très difficile, en fait, de faire vraiment la part des choses entre qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de notre foi et qu'est-ce qui est de l'ordre de la culture dans laquelle on a l'habitude de vivre. Ouais. Et les missionnaires n'ont pas toujours su faire ça. Et donc, du coup, je pense qu'on s'est pas mal trompé à ce niveau-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Jean ? Oui, je suis d'accord. Au début, on est venu avec notre savoir, on voulait leur imposer notre manière de faire.
Alors que maintenant, la mission a quand même évolué et maintenant, on leur apprend à faire, mais selon leur conception, leur manière de voir les choses. Voilà. Oui, maintenant, on parle beaucoup plus de quelles sont leurs demandes, quelles sont déjà les forces qu'ils apportent, et on les soutient dans des projets ou dans des besoins qui remontent eux-mêmes, en fait. Ouais, en leur laissant l'initiative Tout à fait. du projet. Ce que tu nous dis, Salomé, c'est qu'il y a eu une évolution au niveau du rôle de la mission par rapport au début, on parlait en 1792 et aujourd'hui en 2022. Ok. Ouais. Une histoire qui raconte souvent. Donc moi j'étais aux Philippines pendant 2 ans. Je l'avais raconté, je crois, au premier épisode, exactement. Au premier épisode. Et une histoire qu'on nous racontait souvent aux Philippines, c'était, c'était comme un petit poème en fait qui disait au début nous on avait des terres et eux ils avaient des bibles. On nous a appris à fermer les yeux pour prier et quand on a rouvert les yeux, on avait des bibles et ils avaient nos terres. On sent bien le sous-entendu de cette phrase. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui était ancré encore quand tu y allais, toi, aux Philippines, ou c'était un peu... Oui, énormément, et aussi à cause de l'histoire des Philippines qui a été colonisée par l'Espagne. Et on connaît, pareil, je ne sais pas si vous avez vu le film Mission qui parle beaucoup de ça en fait, de l'église en place, qui accompagne les conquistadors et qui décide de qui a une âme ou qui n'a pas une âme, que Dieu a donné au roi la propriété des terres. Enfin, en fait, c'était complètement mélangé. Et aux Philippines, ils avaient encore vraiment cette... C'était encore ancré en eux, de l'histoire de tous les Espagnols qui étaient venus, qui avaient complètement pris leurs terres et qui avaient imposé leur pouvoir, entre autres, par le biais des prêtres. Ce qu'ils ont fait un petit peu aussi en Amérique du Sud. Tout à fait, oui. On s'intéresse un petit peu à l'histoire, t'as totalement raison. C'est fait même malheureusement souvent dans la violence. Donc merci pour ce bémol. En tout cas, non, c'est vraiment intéressant de lier un peu l'histoire. C'est pour ça aussi qu'on fait une introduction, c'est pour mettre le contexte historique aussi dans tout ça. Savoir d'où on vient pour savoir où on va, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose que t'as soulevé, Salomé, sur lequel on va continuer, sur lequel j'aimerais vous emmener en tout cas. C'est que tu as parlé d'église. Quand on part en mission, on part en église, ou en tout cas, c'est des églises qui envoient à chaque fois des missionnaires. Est-ce que pour vous, ça vous paraît important de partir en mission accompagné et pas seul ? Pour moi, c'est essentiel, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est important d'être soutenu dans la mission pour laquelle on part, que ça soit moralement, financièrement, par la prière. C'est important d'avoir derrière soi quelqu'un. Et le fait qu'une église envoie le missionnaire, ça implique aussi un besoin de transparence de la part du missionnaire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui part en cow-boy faire sa vie. Il va parler au nom du Christ et ce qu'il dit, c'est validé un peu, en fait, en quelque sorte, par l'église qu'il envoie. Pour être envoyé par la MAF, par la Mission Aviation Fellowship, il y a toute une préparation qui est faite avant et aussi l'entretien avec des psychologues et ils détectent les gens comme ça et ils ne sont pas acceptés en mission. Oui. Et l'aventurier qui veut de l'aventure, même s'il est chrétien, super chrétien, on ne va pas le prendre. Oui. Ok. Ah ouais, intéressant, je ne savais pas que ça se faisait. On n'y va pas pour l'aventure, on y va pour annoncer le Christ parce qu'on a ça vraiment à cœur et qu'on est motivé vraiment par le Seigneur qui nous pousse à annoncer l'évangile à ceux qui se perdent. Exactement. Oui, exactement. Ça revient un petit peu à Acte 1, verset 8, que je vous ai lu au tout début. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça, c'est pas n'importe qui. Voilà. Comme tu dis, c'est pas il nous a pas dit vous allez partir à l'aventure, vous allez faire Indiana Jones et puis voilà, c'est comme ça que je vous envoie. Non, c'est pas vous serez mes témoins. D'ailleurs, on peut avoir d'autres références dans ce genre-là. Matthieu 28, versets 18 à 20, par exemple, où il est dit, c'est toujours le Seigneur Jésus, bien évidemment, qui parle. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Ça, c'est super important dans tout ce qui est de l'ordre de la missiologie. Ce verset, il est essentiel. En théologie, on en parle, ça s'appelle l'ordre missionnaire. Et c'est vraiment un peu le verset qui fonde énormément de la mission. Littéralement, allez donc auprès des gens de toutes les nations. C'est un peu sur votre chemin, vous croisez des gens de toutes les nations et auprès d'eux, faites ceci. Alors que vous allez, trouverez des gens de toutes les nations. Dans votre cheminement. C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de... se mettre en marche. Se mettre en marche. Et que du coup, la mission, comme on disait au début, c'est pas forcément partir, aller chercher des gens de toutes les nations, mais que c'est alors que tu vas... Alors que tu chemines dans ta vie. C'est ça. Tu verras des gens de toutes les nations. Le Seigneur Jésus te mettra des gens sur ton chemin. C'est ça. Ok, ouais, c'est assez intéressant. Dans tous les cas, il y a une notion de mouvement, de se mettre en marche, de ne pas rester, on va dire, passif vis-à-vis de la mission et même de notre vie de manière générale. Un point qu'on a abordé, peut-être qu'on peut approfondir, c'est annoncer l'évangile. C'est la première des choses, mais est-ce que, à côté de ça, on peut quand même y aller pour faire des actions sociales, construire des hôpitaux, des écoles ? Tu dis annoncer l'évangile, c'est la première des choses.
Mais si tu regardes le leitmotiv de l'armée du salut, hein, tu connais, c'est Non, du tout. soupe, savon, salut. Dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. Et toi, ça t'inspire quoi alors? Bah, comment tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un qui n'a pas mangé à sa faim, qui a le ventre vide? J'ai dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il t'aime. Il t'aime, il prend soin de toi. Oui, alors qu'il me donne d'abord à manger, et puis après, peut-être que je vais t'écouter, quoi. Il y a beaucoup de missions qui lient les deux de façon très proche, qui lient justement le travail pour la paix ou le travail social, le développement et l'évangélisation. J'ai l'impression que ça se fait plus... Enfin, j'ai envie de dire que ça se fait plus énormément d'aller et de faire vraiment que de l'évangélisation, puisque maintenant, il y a en fait énormément plus de chrétiens en Afrique qu'en Europe. Presque les voyages missionnaires, ils se font dans l'autre sens maintenant. C'est vrai, t'as raison. Donc en fait, des églises, ils en ont. Là où ils ont besoin d'un coup de main, c'est plus toujours sur devenir chrétien, mais c'est pour se former. Former des pasteurs. Former des pasteurs. Dans le sens où, on va dire entre guillemets, la base, ils l'ont, connaissent Jésus, etc. Mais maintenant, comme tu dis, faut former, faut peut-être approfondir certaines choses, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. Et dans le verset que tu citais, ils disent baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Esprit, et du Saint-Esprit. Du Sprite. Ils disent baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. L'objectif, c'est pas seulement la conversion des gens et le baptême, mais c'est vraiment de les accompagner dans leur vie de foi en fait, de leur apprendre à pratiquer. Et ça, c'est très large. T'as raison de souligner cette deuxième partie du verset. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Il faut se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur nous a commandé du coup ? Exactement. Ouais. Aimez-vous les uns les autres, ce genre de choses-là. Tu ne feras pas de mal à ton prochain, respecte ton père et ta mère. Enfin, je me suis renseigné pour préparer cette émission sur plusieurs sites d'organismes missionnaires, que ce soit en France, dans le monde. J'ai été par exemple sur le site de BMS, comme je vous le disais, qui existe toujours, la mission ménonite aussi, et aussi le site de la MCE, ça c'est plus côté mission européenne. Et il y a quelque chose qui revient dans toutes ces confessions de foi, c'est la paix, la justice, le développement, et même j'ai trouvé intéressant sur le site de International Ministries, ils ont axé sur 3 termes importants, 3 valeurs qu'ils appellent dans cet ordre-là, foi, service, communauté. Ça rejoint un peu ce qu'on était en train d'évoquer, c'est-à-dire la foi, bien évidemment, le service, les œuvres, les écoles, les lycées, les hôpitaux, mais aussi, comme j'essayais de l'évoquer tout à l'heure, la communauté. Le fait de ne pas être seul, de ne pas partir seul et d'être accompagné. Et ça me fait poser une question, puisque comme dit, moi, je ne suis jamais parti en mission à titre personnel, alors que Salomé et Jean, c'est votre cas. Si un auditeur ou une auditrice qui nous écoute actuellement veut partir en mission, comment il peut faire? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Je dirais que la première étape, c'est d'en parler dans son église, en fait. De dire, voilà, je me sens appelé à partir en mission, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque les anciens qui l'accompagnent, ils peuvent déjà avoir une première idée en disant, ah voilà, nous, qui te connaissons depuis un certain temps, on entend aussi cet appel, ou alors... on pense que t'es pas du tout prêt, franchement, t'es super immature. Enfin, ils diraient pas ça comme ça, mais c'est aussi important qu'ils aient la possibilité de le dire. Et après qu'ils se forment. Et les anciens de l'église peuvent mettre les candidats en contact avec l'organisation missionnaire de leur église, puisque la plupart des dénominations ont une organisation missionnaire. Oui, absolument. Le départ, c'est l'église. Hein, parce que, comme on le dit dans tous les comités de mission, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, c'est pas le comité de mission qui envoie le missionnaire, c'est l'église. Exactement. Qui envoie la mission. Le comité de mission, il sert juste d'intermédiaire entre l'église et la mission. Mais c'est pas le comité de mission qui envoie, c'est l'église qui envoie. C'est l'église qui envoie, peut-être qui repère ou qui se fait interpeller par un frère ou une sœur et qui après met en relation. Ouais, c'est intéressant. Donc dans ce sens-là, vous conseilleriez. C'est comme ça en tout cas que vous avez fait, peut-être Jean et Salomé, dans vos cas. Oui. Tu parlais de formation aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Est-ce qu'il existe des écoles de missionnaires? Alors, ça dépend vraiment de à quel point on veut se faire former. Parfois, je pense que c'est important de ne pas partir complètement les mains dans les poches après le bac. Si on veut y aller et pouvoir apporter quelque chose, c'est bien d'être un petit peu formé déjà sur les bases des formations sur la Bible, la foi, la théologie. Je pense que c'est important d'avoir quelques bases si on veut aller parler de ça. Bien sûr. C'est aussi franchement mieux quand on peut partir en tant que missionnaire avec déjà des compétences professionnelles. C'est plus facile de trouver un travail sur place, c'est plus facile d'avoir un réel impact, parce qu'on peut y aller quand on a 17 ans et qu'on a juste de la bonne volonté, mais c'est un coût... Certains pays aussi n'acceptent pas des gens qui sont que évangélistes.
Oui. Moi, je connais un couple missionnaire américain, bon, c'est déjà il y a une quarantaine d'années, qui ont été renvoyés du Maroc parce qu'ils étaient que évangélistes. Ils n'avaient pas de métier. Donc, ils sont revenus en France et puis ils ont soutenu la mission au Maroc de façon indirecte. Ouais, depuis la France. Voilà. Et parce qu'il y a un peu une mode de partir en mission pendant 5-6 mois quand on a 17-18 ans. Je pense que ça fait du bien à la personne qui a 17 ou 18 ans. Je pense que c'est un peu se voiler la face de dire qu'on va faire... Voilà, on va pas changer la vie des gens... Révolutionner le au monde. Tchad à 17 ans quand on y reste 5 mois. Toi, ça va faire une différence dans ta vie et pourquoi pas, vas-y, mais pour ça, mais conscient que tu y vas pour toi-même en fait. Si tu veux être missionnaire et vraiment avoir un impact pour la mission dans le pays dans lequel tu vas, là oui, il faut se former autant professionnellement que théologiquement, je pense. Mais par exemple, ce que tu nous parlais tout à l'heure, Jean, qui va peut-être se mettre en place en 2023. Ah, un peu toi pour N'Djamena. Voilà, un peu de toi. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être une bonne première approche pour certains jeunes. Oui, mais c'est pas 3 à 6 mois, c'est une histoire de 3 semaines. Mais c'est une super bonne approche, c'est vrai, mais c'est limité dans le temps. Il ne faut pas que ça plus qu'un mois, quoi. Mais par exemple, ça pourrait être une bonne idée si jamais il y a des jeunes qui peut-être hésitent et se disent tiens, j'aimerais quand même voir, même si c'est que 3 semaines, Oui, voilà. mais à 100%, pendant 3 semaines, je suis au Tchad et maintenant, comment ça se passe? Oui, exactement. Oui, c'est une bonne première expérience. Ça peut créer un appel dans la personne. Oui. Quand elle revient, elle peut se dire oui, c'est ça ce que je veux faire. Et du coup, après, elle sera motivée pour aller se former en école biblique ou acquérir des compétences. Parce qu'elle a reçu cet appel pendant ce court séjour. Ça peut confirmer ou infirmer peut-être aussi dans l'autre sens, hein, c'est totalement possible. Certains qui se disent ah ouais, la mission, j'ai plein de rêves et tout, et puis au final ils se rendent compte que peut-être que le Seigneur ne les appelle pas dans ça. Voilà. Oui. Mais c'est pas Absolument. grave. Je vous invite à réécouter l'émission avec Mario ou avec ma belle maman Valérie où on parle de l'appel justement, voilà, autopromo. Ça fait pas de mal. Et il y avait d'ailleurs, quand j'avais fait le camp un peu toi pour Kinshasa, il y avait une jeune femme qui s'était sentie appelée à la mission pendant le camp, qui est repartie pendant quelques mois et puis qui est rentrée en se disant bah non, finalement pas. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment utile dans un processus de discernement. Et comme ce que je disais tout à l'heure, que ça fait une vraie différence pour les gens qui partent. Et c'est important aussi. Mais que ça révolutionne pas la vie des gens dans le pays dans lequel on va, d'y être allé 2 semaines. Mais ça crée des contacts en fait. Relationnellement, c'est intéressant. Un réseau. Et pour les personnes qui partent, c'est intéressant. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Salomé, que je trouve assez important. C'est tu dis, au début, quand on a 17-18 ans, la mission, c'est pour nous-mêmes. Je pense que ça, c'est une limite que tu apprends au fur et à mesure du temps. C'est que c'est pas toi, c'est pas Salomé, c'est pas Jean, c'est pas moi, Julien, qui allons sauver le monde. C'est pas nous qui allons révolutionner les choses. C'est le Seigneur. Après, le Seigneur, pour révolutionner certaines choses dans certains pays, va peut-être vous envoyer en mission dans certains de ces pays. Mais je pense que une limite, c'est de se dire attention, restons humbles. C'est pas nous qui allons sauver le monde, qui allons changer le monde, c'est le Seigneur au travers de moi qui va le faire. Là, j'aimerais citer une autre phrase que j'ai entendue aussi dans le cadre de la mission. Quand on commence une œuvre dans un pays, c'est pas nous qui allons commencer l'œuvre du Seigneur dans ce pays, mais nous allons entrer dans l'œuvre du Seigneur qu'il a déjà commencé dans ce pays. C'est ça. On va entrer dans le plan de Dieu pour ce pays. Oui, parce que le Seigneur n'a pas attendu notre venue dans un pays pour commencer l'œuvre. Exactement. Même dans un pays qui semblerait fermé à l'évangile, etc., le Seigneur est peut-être déjà à l'œuvre. Déjà commencer à travailler certains cœurs peut-être d'habitants locaux, etc. Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que parfois... Mais après, c'est pas forcément un reproche ou une critique parce que je pense que certains missionnaires parfois sont tellement pris par leur mission et l'importance de leur mission que le film est très fin en fait entre se dire c'est moi, c'est le Seigneur. Parfois on se confond même sans s'en rendre compte, je pense. Ça peut aller très vite. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment important de partir en mission dans une mission qui est ancrée aussi dans l'église qui est locale. De pas partir avec son propre projet en disant « Ah bah tiens, là je peux raconter une histoire qu'on nous avait racontée au DFAP, qui est un organisme protestant qui envoie des missionnaires. Et c'est là que j'avais fait ma formation. J'avais fait 2 semaines de formation avant de partir aux Philippines. Et une histoire qui nous racontait, c'est que c'est plusieurs missionnaires qui étaient partis, j'ai envie de dire, au Ghana, mais je suis pas sûre. Et ils voyaient toutes ces maisons qui n'avaient pas de cheminée et où les gens faisaient des feux et il y avait de la fumée, il y avait plein de fumée dans les maisons. Et ils ont dit, mais non, mais clairement, ce qu'il vous faut, c'est des cheminées. Nous, on sait, on a un truc génial en Europe, ça s'appelle des cheminées. C'est ça, on l'a inventé. Ça permet, c'est ça, c'est un trou dans le toit et comme ça, la fumée part et il n'y a plus de fumée, c'est génial. Et avec les difficultés aussi du passé colonial, du truc, les Blancs disent un truc, il faut suivre, ce dont on parlait tout à l'heure. Ils ont fait quelques maisons comme ça et en fait les enfants de ces maisons ont commencé à mourir parce qu'ils chopaient la malaria, parce que ce que la fumée faisait
En fait, la fumée, elle avait un intérêt à l'intérieur de la maison. Elle tenait les moustiques à distance. Et une fois qu'il n'y avait plus de fumée, bah, il y avait des moustiques, et les moustiques qui piquaient les enfants. Voilà. Ok, ils se faisaient infecter. Ah, Et, ok. et qu'en fait, le missionnaire, il était rentré, il était à la hauteur, il était rentré debout dans la porte, il avait la tête dans la fumée, mais tous les autres gens, ils vivaient assis par terre, là où il y avait moins de fumée, puisque la fumée montait. Voilà. Donc, C'est une leçon d'humilité pour le missionnaire. une vraie leçon Il d'humilité devait pour le s'asseoir missionnaire. avec les gens et pas rester debout là. Rester debout sur tout sa tour dominer. d'ivoire du savoir de ce dont les gens ont besoin. Et c'est pour ça que c'est important que la mission, elle s'inscrive vraiment dans les églises locales et dans les besoins exprimés par les églises locales. On est tous sujets, c'est facile d'arriver quelque part en se disant « Ah, on sait ce dont vous avez besoin ». Même si on y est plus attentif, c'est un piège qui est encore là, qui est encore beaucoup là, je pense, pour les missionnaires. Ouais, l'humilité, de toute façon, c'est un travail quotidien de tous les jours qui Exactement. n'est pas forcément évident. Parfois, on peut en témoigner nous-mêmes. Peut-être un dernier point à aborder avant qu'on conclue. C'est un point quand même qui est important puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, la première chose qui est évoquée dans le verset de Acte 1, verset 8, c'est l'Esprit Saint. En toute première chose, le Seigneur dit « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous ». Et dans les recherches que j'ai fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que beaucoup mettent l'accent sur l'Esprit Saint de se dire « Attention, de toute manière, fais attention à ce que te dit l'Esprit Saint, il va pas t'envoyer quelque part où tu dois pas aller, si tu y fais attention. » Parce que parfois, certains missionnaires se trompent. Est-ce qu'ils ont fait attention à l'Esprit Saint ? Je pense que c'est une considération importante à prendre au départ des choses, en fait. Pour moi, c'est aussi important, on parlait tout à l'heure justement de l'importance d'aller voir, de rester en contact avec son église d'envoi, et ça permet aussi ça, en fait, puisque le discernement, pour soi-même, c'est pas toujours facile de faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre de ce dont moi j'ai envie, de quoi moi j'ai peur et à quoi je suis appelé par Dieu. Pour soi-même, c'est pas toujours facile de faire la différence, ou parfois on est convaincu d'être appelé alors qu'en fait on a juste vraiment envie d'aventure. Et l'église, rester en lien avec son église et entrer dans un discernement qui est communautaire, c'est vraiment un garde-fou contre ce genre de truc. C'est, comme tu le dis, un bon garde-fou, en tout cas, pour éviter certaines dérives, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à y rajouter. Si c'est bon pour vous, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Nous arrivons à la fin de ce 8e épisode d'un podcast à Bethel. Encore un épisode enrichissant, encore un épisode très intéressant sur lequel on a pu évoquer beaucoup de sujets. Jean, merci encore d'avoir accepté, de nous avoir raconté tout ça. Tu vois, comme je te l'ai dit, le boulot a bien été fait puisque tu as déjà gagné une nouvelle marraine pour un des filleuls. Donc en tout cas, non, merci Jean, j'espère que ça a aussi intéressé nos auditeurs, nos auditrices. J'en profite bien évidemment pour saluer les auditeurs et auditrices du LCE de N'Djamena. Si jamais ils tombent sur ce podcast, on vous salue bien chaleureusement. Ah, ça serait trop bien. Salomé, merci d'avoir participé à cette émission. Eh bien, avec plaisir, comme toujours. Et donc, comme je vous le disais, sur cet épisode, on a fait une introduction à la mission à l'étranger. Eh bien, je peux vous dire d'ores et déjà que dans le prochain épisode, nous recevrons 2 missionnaires du Laos, Yannick et Célie. Mais ça, il faudra attendre le mois prochain pour écouter l'épisode. Il faut être patient. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite vraiment que la main du Seigneur se pose sur vous dans ce beau mois de juillet, où que vous soyez en vacances. Portez-vous bien et à bientôt. Salut! À bientôt, bonnes vacances.